Parfois, la seule personne au monde qui croyait véritablement en vous n'est plus, et tout ce qu'il reste d'elle, ce sont les fragments physiques laissés derrière elle. Pour Nicolas Dubois, ce vestige était une maison de campagne délabrée située au plus profond des marais de Camargue, une structure dont tout le monde dans le village voisin prétendait qu'elle ne valait même pas le coût des allumettes nécessaires pour la brûler. Les voisins, debout derrière leur clôture les bras croisés, gloussaient ouvertement lorsqu'ils le voyaient charger sa vieille Citroën 2CV rouillée avec des outils. Sa fille de 9 ans, Chloé, était assise tranquillement sur le siège passager, son petit visage pressé contre la vitre, regardant son père poursuivre un autre rêve impossible. Cet endroit s'enfonce dans la vase depuis des années, criait-il par-dessus la clôture. Laisse tomber, Nicolas. Mais Nicolas ne pouvait pas laisser tomber. Sa grand-mère Marie Dubois était le seul membre de la famille qui l'avait soutenu, même lorsque sa vie s'effondrait. À présent, pataugeant dans l'eau trouble et froide vers le porche brisé de la maison de campagne, il aperçut quelque chose qui brillait sous les lattes pourries du plancher. C'était quelque chose qui allait tout changer. Qu'est-ce qui pouvait bien être caché sous une maison de campagne inondée qu'un district entier voulait qu'il abandonne? Le matin après les funérailles, Nicolas Dubois était assis à sa petite table de cuisine dans un appartement exigu à Aix-en-Provence, fixant une enveloppe froissée que sa grand-mère avait pressée dans sa main 3 jours avant de s'éteindre. À l'intérieur se trouvait une unique clé en fer lourd et une note manuscrite qui disait simplement « La maison de campagne contient plus que des souvenirs, mon cher garçon. Regarde sous ce que les autres voient. » À 42 ans, Nicolas s'était habitué au goût amer de la déception. Son ex-femme, Valérie Dubois, avait pris la moitié de tout lorsqu'elle était partie 2 ans plus tôt, y compris la majeure partie de sa confiance en lui. L'entreprise de bricolage qu'il avait bâtie à partir de rien couvrait à peine le loyer de leur petit espace de vie à Aix-en-Provence. Certains mois, il devait choisir entre réparer la transmission de sa 2CV ou acheter de nouveaux vêtements d'école pour Chloé. Il choisissait généralement les vêtements, sacrifiant sa propre mobilité pour la dignité de sa fille. « Papa, on va vraiment à la maison de campagne de grand-mère Marie ?» demanda Chloé, remuant son café au lait et une tartine sans grand enthousiasme. À 9 ans, elle possédait les yeux pensifs et observateurs de sa grand-mère et le menton têtu de son père. Elle avait été plus silencieuse depuis les funérailles, traitant son chagrin de cette manière prudente et feutrée qu'ont les enfants lorsqu'ils essaient de protéger les adultes fragiles autour d'eux. « Nous allons jeter un coup d'œil, » dit Nicolas, pliant soigneusement la note et la glissant dans son portefeuille à côté d'une photographie de Marie. « Voir ce qu'il y a là-bas. » Maman Valérie a dit que c'était juste une cabane en ruine au milieu de nulle part, murmura Chloé. La mâchoire de Nicolas se serra à la mention de son ex-femme. Valérie n'avait jamais compris son lien profond avec sa grand-mère, rejetant la vieille dame comme une relique excentrique et leur visite à la maison de campagne comme des week-ends gâchés qui auraient pu être passés à gagner de l'argent. En y repensant, Nicolas réalisa que ces critiques auraient dû être des avertissements sur la fragilité de leur mariage. « Ta maman ne connaissait pas grand-mère Marie comme nous, » dit-il doucement, tendant la main à travers la table pour presser la sienne. Parfois, les choses les plus importantes semblent brisées de l'extérieur. Le trajet vers la Provence et la zone humide prit 3 heures éprouvantes à travers un paysage rural français de plus en plus sauvage. Un brouillard dense était suspendu au-dessus des oliveraies comme de vieux rideaux de dentelle, et l'air s'épaississait de l'odeur des aiguilles de pin et de l'odeur terreuse des marais salants. Chloé pressait son visage contre la vitre, regardant les grands hérons cendrés patauger dans les fossés bordant la route. « Je me souviens du chemin, » dit-elle doucement, alors qu'il tournait sur une étroite route de gravier qui disparaissait dans un fourré de tamaris et de saules. Grand-mère Marie nous faisait compter les bornes kilométriques. Nicolas sourit malgré le nœud d'inquiétude dans son estomac. Sa grand-mère avait tout transformé en une douce leçon ou un jeu. Elle avait appris à Chloé à identifier les oiseaux par leurs cris, à lire le temps à venir dans les formations nuageuses, à trouver la beauté dans le bois patiné et le métal rouillé. Rien dans la nature n'est vraiment brisé, avait-elle l'habitude de dire en versant du thé de sa théière. C'est juste en train de changer en quelque chose de nouveau. La maison de campagne se trouvait exactement là où Nicolas s'en souvenait, bien que le temps et le climat méditerranéen parfois rude n'aient pas été tendres. Ce qui avait été autrefois une structure modeste de 2 pièces construite sur de solides pilotis penchait maintenant précairement au-dessus de l'eau sombre qui clapotait sur les marches avant. Le toit en métal s'affaissait au milieu sous le poids des débris accumulés, et plusieurs planches s'étaient détachées des murs extérieurs, laissant des espaces comme des dents manquantes dans le sourire d'un vieil homme. Mais elle n'était pas complètement sous l'eau, comme les voisins du village l'avaient prétendu. La moitié arrière de la maison de campagne restait au-dessus de la ligne de flottaison, et la cheminée en pierre se dressait droite et forte,
pointant vers un ciel gris qui menaçait de pluie. C'est plus petit que dans mes souvenirs, dit Chloé en sortant de la 2CV. Tout semble plus grand quand on est petit, répondit Nicolas, mais il pensait la même chose. La maison de campagne avait occupé une grande place dans ses souvenirs d'enfance, un endroit magique où sa grand-mère racontait des histoires sur des plantes qui pouvaient tout guérir et une eau qui se souvenait de tout ce qu'elle touchait. La grand-mère Marie Dubois de Nicolas avait vécu ici pendant 70 ans, depuis qu'elle avait épousé son grand-père tout juste sorti de l'école. Elle avait élevé 3 enfants dans ces 2 pièces, y compris le père de Nicolas, qui était parti pour les champs pétrolifères lointains et n'avait jamais regardé en arrière. Lorsque les parents de Nicolas moururent dans un accident de voiture quand il avait 12 ans, grand-mère Marie avait conduit jusqu'à Aix-en-Provence dans son ancien véhicule et l'avait chargé sur le siège passager sans un mot de discussion. « Ton père s'est toujours senti trop grand pour cet endroit », lui avait-elle dit lors d'un de leurs longs après-midi sur le porche. Mais la taille n'est pas une question de mètres carrés, Nicolas. C'est une question de combien d'amour tu peux faire tenir à l'intérieur. Ce furent les meilleures années de sa vie. 6 années à apprendre à pêcher dans la brume matinale des affluents du Rhône, à aider sa grand-mère à entretenir son vaste jardin d'herbes aromatiques, à écouter ses histoires sur le bon vieux temps quand la terre était différente. Elle l'avait envoyé à l'université avec ses économies, l'avait regardé épouser Valérie, et avait célébré la naissance de Chloé. Même lorsque Valérie rendait les visites difficiles, grand-mère Marie avait trouvé des moyens de rester connectée. Maintenant elle était partie, et Nicolas se tenait jusqu'aux genoux dans l'eau brune et froide, essayant de comprendre comment honorer sa mémoire sans mettre en faillite son avenir. L'eau est tiède, observa Chloé, ayant pataugé jusqu'aux marches avant malgré les avertissements de Nicolas de rester au sec. C'est la nappe phréatique, dit Nicolas, se souvenant des explications de sa grand-mère. Elle est alimentée par une source, elle bouillonne depuis les profondeurs du sous-sol, gardant une température constante même en hiver. Alors qu'ils approchaient de la maison de campagne, Nicolas put voir que quelqu'un, probablement sa grand-mère, avait fait des efforts pour préserver ce qui comptait le plus. Les fenêtres étaient correctement barricadées pour protéger contre le vent et les intempéries, et une bâche imperméable couvrait une section du toit. La porte d'entrée pendait légèrement de travers mais était sécurisée par un lourd cadenas qui semblait relativement neuf. La clé de l'enveloppe de sa grand-mère s'adapta parfaitement. À l'intérieur, la maison de campagne ressemblait à une capsule temporelle de la période d'après-guerre. Les lattes du plancher étaient déformées mais solides, et la plupart des affaires de grand-mère restaient exactement là où elle les avait laissées. Son fauteuil de lecture trônait à côté de la cheminée en pierre, un châle tricoté à la main plié soigneusement sur la coudoir. Sa collection de clés de séchage d'herbe pendait aux poutres du plafond, encore parfumée de lavande, de thym et de sauge. Mais ce fut le petit bureau d'écriture près de la fenêtre arrière qui attira l'attention de Nicolas. Dessus reposait un journal relié en cuir, ses pages jaunies par l'âge mais protégées de l'humidité envahissante par une vitrine en verre, le genre que les musées utilisaient pour les documents précieux. Chloé le remarqua aussi. Grand-mère Marie ne nous a jamais montré ça avant. Nicolas souleva le verre avec précaution et ouvrit le journal à la première page. L'écriture soignée de sa grand-mère remplissait les marges autour de fleurs pressées et de croquis botaniques détaillés. Mais ce n'était pas un journal de jardinage typique. Les entrées faisaient référence à des parcelles d'essai, des spécimens de contrôle et des propriétés régénératrices. Il y avait des mesures, des formules chimiques et des références aux recherches originales de son père. « Papa, regarde ça » appela Chloé près de la cheminée. Elle était agenouillée à côté d'une latte de plancher lâche, ses petits doigts traçant des symboles sculptés qui avaient été cachés sous un tapis tressé. Nicolas la rejoignit et vit ce qu'elle avait trouvé. Des gravures complexes dans le bois qui ressemblaient à une combinaison de diagrammes botaniques et de motifs géométriques. Elles étaient clairement anciennes, sculptées profondément et lissées par le temps. Au centre se trouvait un symbole qui correspondait à un du premier feuillet du journal. « Ton arrière-arrière-grand-père était un sacré homme », murmura Nicolas, passant son doigt le long des lignes sculptées. Il n'avait jamais beaucoup entendu parler du père de sa grand-mère, seulement qu'il avait été impliqué avec l'université avant que la famille ne déménage à la maison de campagne. Le tonnerre gronda au-dessus de leur tête, et la pluie commença à crépiter contre le toit en étain. Nicolas se leva et évalua leur situation. Il pouvait retourner à Aix-en-Provence ce soir, mettre la propriété en vente, et utiliser la petite somme qu'elle rapporterait pour rattraper les factures. Ce serait le choix pratique, le choix sûr. Ou il pouvait rester et essayer de comprendre ce que sa grand-mère lui avait vraiment laissé. « Nous devrions rentrer avant que la pluie n'empire, » dit-il, bien qu'il ne fît aucun mouvement vers la porte. « On peut revenir demain »
demanda Chloé. Je veux voir ce qui est caché d'autre. Nicolas regarda le visage impatient de sa fille, puis le journal dans ses mains, puis les mystérieuses gravures sous leurs pieds. Pour la première fois depuis les funérailles, il ressentait autre chose que du chagrin et de l'inquiétude. Il se sentait curieux. On peut faire mieux que ça, dit-il. On peut rester le week-end. Si la maison de campagne a tenu aussi longtemps, elle peut supporter 2 jours de plus. Alors qu'ils se préparaient à apporter leur sac de nuit depuis la 2CV, Nicolas remarqua autre chose. Des traces de pneus fraîches dans la boue à côté de la route de gravier. Quelqu'un d'autre avait été ici récemment, et ils avaient pris soin de se garer hors de vue de l'approche principale. La note finale de sa grand-mère semblait soudain moins un geste sentimental qu'un avertissement. Le samedi matin arriva avec le genre d'humidité épaisse qui rendait l'air solide, inhabituel pour la région mais caractéristique du microclimat dans les marais. Nicolas se réveilla sur le vieux divan de sa grand-mère au son de Chloé pataugeant dehors, son rire résonnant sur l'eau. À travers la fenêtre, il pouvait la voir assise sur les marches avant de la maison, ses pieds nus pendant dans l'eau de source tiède. « Attention, ma chérie », appela-t-il, enfilant ses bottes de travail. « On ne sait pas ce qu'il y a là-dessous. »« Juste des grenouilles et des plantes aquatiques, » répondit-elle, tenant une petite grenouille qui cligna des yeux vers elle. Grand-mère Marie m'a appris comment les attraper sans leur faire mal. Nicolas sourit et commença à faire du thé sur le vieux réchaud de camping de sa grand-mère. Le rituel simple semblait ancrant après une nuit de sommeil agité remplie de rêves de symboles sculptés et de journaux mystérieux. Ce matin, dans la douce lumière filtrant à travers les branches de tamaris et de saules, l'idée de recherche cachée et de découverte précieuse semblait moins probable. Plus probablement, sa grand-mère avait simplement été une botaniste amatrice avec un don pour l'écriture dramatique de notes. Mais alors qu'il sirotait son thé et regardait Chloé explorer, Nicolas se surprit à étudier la maison de campagne avec de nouveaux yeux. La construction était plus sophistiquée qu'il ne l'avait initialement remarqué. Les pilotis de fondation n'étaient pas juste des rondins au hasard. Ils étaient placés avec précision et conçus pour travailler avec le flux de l'eau plutôt que contre lui. La conception surélevée permettait à l'eau de source de s'écouler librement en dessous tout en gardant l'espace de vie au sec dans des conditions normales. « Papa, je crois qu'il y a quelque chose ici », appela Chloé depuis le coin éloigné de la pièce où les lattes du plancher rencontraient le mur du fond. Nicolas posa son thé et la rejoignit. Elle pointait une section de plancher qui semblait différente du reste des planches plus récentes qui ne correspondaient pas tout à fait aux planches patinées autour d'elle. Lorsqu'il s'agenouilla et appuya sur la zone, il put sentir qu'elle cédait légèrement. « Recule un peu », dit-il, récupérant un pied de biche dans sa boîte à outils. Les planches plus récentes se soulevèrent facilement, révélant une ouverture rectangulaire d'environ 1 mètre de large. En dessous se trouvait une caisse en bois soigneusement enveloppée dans une toile huilée et scellée avec de la cire. Il fallut leurs 2 forces pour la soulever sur le plancher. À l'intérieur de la caisse, Nicolas trouva quelque chose qui fit trembler ses mains. Une collection d'instruments scientifiques qui avaient leur place dans un laboratoire universitaire, pas dans une maison de marais. Des bêchers en verre et des tubes à essai encore propres et soigneusement organisés, un microscope dans son boîtier en bois d'origine, des outils de mesure et des balances assez précis pour le travail pharmaceutique. Et sous tout cela, enveloppé dans plus de tissu huilé, une plaque nominative en laiton qui disait « Station de recherche agronomique régionale, Dr. Jean-Pierre Beaumont, 1952 ». C'était le papa de grand-mère, dit Chloé, lisant par-dessus son épaule. Elle m'a dit qu'il était très intelligent avec les plantes. Nicolas fixa la plaque. Son arrière-grand-père n'avait pas simplement été impliqué avec l'université. Il avait dirigé une station de recherche officielle. Ici, dans ce que tout le monde rejetait maintenant comme une cabane de marais sans valeur. « Regarde ça », dit Chloé, soulevant un porte-document en cuir du fond de la caisse. À l'intérieur se trouvaient des douzaines de dessins botaniques détaillés, chaque spécimen de plante numéroté et daté. L'œuvre d'art était de qualité muséale, avec des notes en français, en latin et en allemand, et des formules chimiques que Nicolas ne pouvait même pas commencer à comprendre. Mais ce qui attira son attention, ce furent les observations manuscrites dans les marges. Le spécimen 47 montre une régénération cellulaire remarquable. L'extrait de racine démontre des propriétés curatives sans précédent. Doit préserver les échantillons pour analyse future. Découverte trop importante pour être perdue. La dernière entrée datée de la mi-décembre 1953, préparations hivernales terminées. Recherche sécurisée.
Prions pour que le futur comprenne ce que nous avons trouvé ici. Nicolas s'assit sur ses talons, essayant de traiter ce qu'ils avaient découvert. Ce n'était pas de la collecte de plantes amatrices. C'était de la recherche scientifique sérieuse qui avait été délibérément cachée et préservée. Son arrière-grand-père avait découvert quelque chose d'assez significatif pour le cacher au monde, peut-être même aux autorités de l'époque. « Papa, il y a plus de choses là-dessous, » dit Chloé, scrutant l'ouverture qu'ils avaient créée. Nicolas regarda et vit qu'elle avait raison. La cavité s'étendait sous plusieurs lattes de plancher, et il pouvait distinguer d'autres conteneurs dans les ombres. Ce n'était pas juste une cachette. C'était un système de stockage soigneusement conçu intégré dans la structure de la maison de campagne. Alors qu'il travaillait pour extraire plus d'objets, Nicolas commença à comprendre l'ampleur de ce que son arrière-grand-père avait créé. Il y avait des cartes détaillées des marais environnants marquées avec les emplacements d'espèces végétales rares, des rapports sur la qualité de l'eau s'étendant sur des décennies, de la correspondance avec des universités et des agences gouvernementales, et le plus intrigant, des flacons scellés contenant des spécimens de plantes conservées dans une sorte de solution qui les avait gardées intactes pendant 70 ans. Une lettre datée de 1953 attira l'attention de Nicolas. Elle provenait d'un collectif pharmaceutique offrant d'acheter les recherches de son arrière-grand-père pour une somme substantielle. La réponse manuscrite, jamais envoyée, était agrafée au dos, certaines découvertes sont trop importantes pour être vendues. Ce savoir appartient à la Terre et à ses habitants, pas au profit. Ton arrière-arrière-grand-père protégeait quelque chose, dit Nicolas à Chloé, qui examinait soigneusement une fleur conservée à travers une loupe. Il a caché toute cette recherche parce qu'il ne voulait pas que les mauvaises personnes l'obtiennent. Quel genre de mauvaises personnes? Avant que Nicolas ne puisse répondre, ils entendirent le bruit de véhicules lourds approchant sur la route de gravier. À travers la fenêtre, il regarda deux SUV noirs s'arrêter à côté de sa 2CV. 4 hommes en costume coûteux en sortirent, semblant complètement déplacés dans le cadre des zones humides. Le chef était un homme grand aux cheveux argentés et à l'allure confiante qui venait du fait d'obtenir toujours ce qu'il voulait. Il s'approcha de la maison de campagne avec les pas prudents de quelqu'un peu habitué à marcher dans la boue. « Monsieur Dubois » appela-t-il. « Je suis Henri Fournier de la